Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike. J'ai grand plaisir, mesdames, messieurs, à vous présenter comme à chaque fois une émission réalisée entièrement par Peggy Ladéon que nous saluons par la même occasion. Nous sommes sur Free, oui, vous nous regardez peut-être sur Free, le canal 932 sur Orange, le canal 398 et sur Bouygues, le canal 407, une émission que vous pouvez regarder également depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et la Corse. Voilà, vous pouvez nous suivre sur le Facebook de Télé Antilles, on est sur Dailymotion, on est sur YouTube, on est sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir pour la première fois ce député Olivier Servat, député donc de la Guadeloupe de la première circonscription. Monsieur le député, bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci de votre invitation et bonsoir aux téléspectateurs de Télé Antilles. Alors, monsieur le député, c'est vrai, je me dis, j'espère, ô combien j'espère avoir un élu donc, de la Guadeloupe sur ce plateau, donc, qui existe donc, depuis 1 an et demi maintenant. Vous êtes le premier invité. Merci donc d'abord d'avoir accepté cette invitation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en préambule, vous êtes le député donc, de la première circonscription, une circonscription qui a un petit peu changé. Avant, on avait Pointe-à-Pitre, Abîme, et on a rajouté Morne-à-l'Eau et Marie-Galante. Non, Marie-Galante qui était déjà. C'est ça. Voilà. Je suis ravi de répondre à votre invitation. J'apprécie d'ailleurs, je regarde tous les réseaux le travail que vous faites et je trouve que c'est un bon travail qui met en lumière les problématiques ultramarines et pas que. Donc, j'ai répondu bien volontiers à votre invitation. Oui, cette première circonscription un peu centre, qui comprend Abîme, Pointe-à-Pitre, Marie-Galante depuis l'origine. Et puis, il y a 2 mandatures, a été rajoutée la ville de Morne-à-l'Eau. D'ailleurs, ma suppléante est de Morne-à-l'Eau. Je salue Sandra Manette. Très bien, donc merci de cette invitation. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Alors, moi, je voudrais, vous êtes député de la Nation, vous êtes député de la République. On va parler bien évidemment donc des dossiers qui concernent tout le monde, mais on va aussi particulièrement parler de la Guadeloupe. La Guadeloupe donc, que vous représentez donc, dans cette assemblée, mais pas seulement. On y reviendra. Alors, il y a plein de choses. On va parler donc de la réintégration, on va parler du personnel soignant, on va parler donc des propos de M. Darmanin, donc notre ministre. D'ailleurs, c'est le tuteur, ministre tuteur donc, de l'Outre-mer. On va parler également donc, de cette rencontre des députés qui s'est tenue il y a quelques jours. C'était donc du 9 au 12 janvier dernier en Guyane. Paradoxe, c'est la première fois que c'est un petit peu, donc ça s'est fait en mode décentralisé. Vous nous direz pourquoi est-ce que vous en pensez. Et puis on va parler donc de la Guadeloupe, on va parler donc de la réforme des retraites, on va parler donc de tous ces sujets. Donc merci encore d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes dans cette émission, mesdames, messieurs, les invités de Mike. On salue encore Peggy Ladéon, notre réalisateur Jean-François Saint-Louis, que vous connaissez. Je n'ai pas le plaisir de le rencontrer vraiment, mais effectivement, je le vois par les réseaux interposés. Voilà, qui est donc le patron donc, de cette chaîne. Alors, puisqu'on parle de réseau, on parlera également, donc, vous avez fait le buzz à l'Assemblée nationale. Donc, une petite phrase qui est sortie, tout le monde en parle, mais vous avez été accueilli en héros, donc avec un grand H sur vos terres en Guadeloupe. On y reviendra bien évidemment, monsieur le député. Donc, moi, je suis content, très content donc, de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Puis, on a plein de questions pour vous. Alors, moi, ce que j'espère, je vous lance déjà cette invitation au début de cette émission, c'est qu'on voudrait avoir justement les députés des Antilles, Guyane, Réunion, mais plus régulièrement sur ce plateau. J'ai l'impression que on vous voit pas, les représentants du peuple, les représentants des Outre-mer, on ne vous voit pas assez sur les médias, enfin nos médias. Bon, alors vous savez, Télé Antilles, moi je connais, j'ai été sollicité par vous hier. Ouais. Et regardez, je suis sur le plateau aujourd'hui, vous voyez. Donc moi, vous m'invitez, je viens, je suis content de pouvoir parler à la diaspora, aux Antillais, aux ultramarins, de nos problématiques et de notre travail. Et vous avez raison, on doit le faire le plus possible. Et pour ma part, dès que vous allez m'inviter, je viendrai avec grand plaisir. Voilà, l'invitation, elle sera un peu plus régulière. Donc, on prend acte et engagement dans cette émission. Alors, on va parler, monsieur le député, donc, de cette crise sanitaire qui s'est transformée en crise sociale sur les Antilles, particulièrement en Guadeloupe, parce qu'on a eu des images qui, forcément, donc, ça ne reflète pas un petit peu les Antilles, mais pourtant, ça a été le cas. On va parler donc de cette réintégration du personnel soignant non vacciné dans les hôpitaux et les établissements en Guadeloupe. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, pourquoi il y a eu cette tension ?
Nous voilà en juillet 2021. Le président de la République, Emmanuel Macron, lance le pass sanitaire. À ce moment-là, en juillet 2021, en France hexagonale, vous avez 55% de Français vaccinés. Dans le même temps, nous avons 20% de Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais vaccinés. Je leur dis, j'étais à l'époque à La République En Marche. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démissionné, je vais vous dire. Pourquoi ? Ouais. Je leur dis, mais... On ne vous a pas retrouvé dans Renaissance, pourquoi ? Ça vous convenait plus ? Mais c'est même bagaille, Renaissance, Macron, En Marche, tout ça, c'est même été là. Donc, pas de la majorité. Aujourd'hui, je suis dans le groupe LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer, Territoire, groupe de l'opposition, Construction. C'est un groupe de 20 députés, très expérimentés, 2, 3, 4, voire 7 mandats pour Charles de Courson. J'apprends tous les jours à ses côtés, je suis très content. C'est la première fois en 200 ans que nous avons un groupe parlementaire où nous avons Outre-mer dedans. Parce que le signal, c'est de dire, nous voulons que les Outre-mer soient défendus d'abord, et y compris, déjà dans le nom, ça n'était jamais arrivé, et je suis content d'avoir fait ça. Donc, en même temps, 27 sur 577, ça pèse peu. Alors, nous sommes 20 sur 577, et les Ultramarins, c'est 27 députés sur 577. C'est la représentation nationale, c'est vrai, effectivement, Mike, puisque vous avez dit que les invités de Mike, alors je vais vous appeler Mike, M. Rothstein, nous sommes que 27 sur 577, mais nous représentons guère que plus de 3,5% de la population, maximum 5% avec le 6e dôme que sont l'Île-de-France et les environs. Donc on accepte ce poids-là, mais il ne faut pas que ce poids-là soit considéré comme négligeable ou quantité négligeable. Nous sommes 5% de la population très clairement et on compte peser sur ça. J'y reviendrai peut-être avec la volonté du groupe LIOT. Je reviens donc. Juillet 2021. Macron a décidé qu'il faut passe sanitaire. Je leur dis, ça n'est pas possible pour les Antilles. On n'est pas suffisamment vaccinés, que vous n'auriez jamais pris cette décision-là si vous aviez une majorité de Français non vaccinés. Ils font la sourde oreille. Ils n'ont pas à attendre, ils n'ont pas à comprendre. Pourquoi ? Je rappelle on est à un an à peu près, moins d'un an de l'élection présidentielle où le président veut être réélu et il ne veut pas faire de nuance entre les Français majoritairement vaccinés et puis nous, toujours plus compliqué, apparemment, Guadeloupéens, Martiniquais, toujours des problèmes, etc. Ils ne veulent pas la comprendre, cette différence. Et je leur dis que ça ne marchera pas. Résultat des courses, le pass sanitaire n'a jamais été vraiment appliqué. À partir de novembre, décembre, des tensions brutales en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, un peu en Guyane. Et ensuite, ils veulent prendre en janvier 2022 le pass vaccinal qui, lui, n'est pas non plus appliqué. Donc, en clair, ces gens-là n'ont pas tenu de la réalité de Français, parce que Guadeloupe et Martinique et Guyane, nous sommes des Français, et on devait leur dire qu'il fallait prendre le temps de convaincre éventuellement, de tenir compte des différences. Ça n'a pas été le cas, et donc ça a créé des tensions. Et pour répondre très clairement à votre question, où en est-on aujourd'hui de la réintégration des soignants suspendus non vaccinés ? Eh bien, c'est Mouna qui a tergiversé. La haute autorité de santé française, on fait comme si c'était un truc international. En fait, la France aujourd'hui est isolée au niveau national, au niveau mondial, au niveau européen. C'est le dernier pays d'ailleurs. Avec la Hongrie. Le dernier pays à ne pas avoir réintégré les soignants suspendus non vaccinés. C'est de la méchanceté, c'est de l'orgueil mal placé et surtout c'est un non-sens sanitaire. Aujourd'hui, personne ne meurt plus du Covid, les hôpitaux ne sont pas encombrés et je n'ai pas compris pourquoi la HAS a dit, bon, elle a avancé quand même, mais son bon bitin, il dit, je considère que l'obligation vaccinale doit être relevée. Mais elle a dit, comme c'est un sujet tellement important, il faut qu'il y ait en consultation sociétale. Je n'ai jamais compris. Presque une loi, en fait. Je n'ai jamais compris pourquoi des médecins parlent de sociétal. Laissez-nous ça. Donc, ils se mêlent de tout et de n'importe quoi et ne prennent pas des positions. Ils sont isolés au niveau européen, cette haute autorité de santé. Et il faudra, voilà, le sens de l'histoire, il faudra qu'ils réintègrent les soignants suspendus non vaccinés. Et il faudra qu'on permette à nos soignants d'être au chevet du malade parce qu'en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, nous sommes en déserts médicaux. Nous sommes dans une situation où on ne peut pas se permettre que d'avoir un doigt ou un orteil en moins d'un soignant au chevet du malade parce qu'on voit des files d'attente terribles aux urgences parce que les pompiers ne sont pas pris en charge suffisamment. Et là, on a en face des gens méchants, des gens qui font la sourde oreille et des gens isolés au niveau européen. Donc, en marge, j'espère que la Haute Autorité de Santé va donner un avis plus clair, moins tergiversant, et que l'État français arrêtera ces crispations méchantes et mesquines. Et de toute façon, ce n'est pas le cas, je vous l'annonce. En juin, il y a les niches parlementaires et notre groupe LIOT, Liberté, Indépendance, Outre-mer, Territoire. Je veillerai à porter, si ce n'est pas encore fait, une proposition de loi sur la réintégration des soignants suspendus non vaccinés.
Proposition de loi, carrément. Oui, Ouais. on le fera. Tout à fait, dans notre niche qui est en juin, on le fera. J'espère que d'ici là, ce sera réglé. Très bien. Alors, au-delà des Antilles, Guyane, Réunion, donc des départements d'outre-mer, qui n'ont pas été considérés donc, on peut le dire, dans cette crise, hein, puisque de cette crise sanitaire, donc, on peut le dire, on a déboulé sur une crise sociale. Au-delà donc de nos départements, vous qui êtes un élu de la République, vous estimez que la France a complètement mal géré cette crise? Non, je ne dirais pas complètement mal géré. Je ne suis sûr que les dirigeants ont fait de leur mieux pour trouver des solutions face à une pandémie mondiale. Donc tout le monde est un petit peu dépourvu. Je ne dis pas ça. D'ailleurs, au final, aujourd'hui, le Covid est presque derrière nous. On n'en parle quasiment plus. Je veux dire, c'est bizarre pour ne pas avoir de Covid encore. C'est incroyable. Alors que je pense que comme la grippe, on doit fortement inciter les soignants à se faire vacciner sans les y obliger. Il y aurait pu faire mieux dans plusieurs domaines, et notamment tenir compte des différences de taux de vaccination. Pourquoi les Antillais sont moins vaccinés que les autres? Alors, ils sont allés chercher tout un tas de théories un peu abracadabrantesques qui n'avaient pas de sens. Le fait est que nous décidons de ne pas vacciner. Et nous sommes libres, ce sont des hommes et des femmes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. On devait en tenir compte pour peut-être adapter, trouver des solutions, mieux convaincre, et puis permettre à ces hommes et ces femmes de pouvoir vivre avec le Covid sans les pénaliser, comme ça a été le cas aujourd'hui. Ça n'est pas satisfaisant. On ne peut pas accepter qu'il y ait 1500 personnes qui sont en souffrance, qui ne travaillent pas, qui ne puissent pas nourrir leurs enfants, leurs parents, et qu'on leur dit, allez, partez, on va vous faire des ruptures conventionnelles avec des clopinettes. C'est de l'irrespect total. Alors, vous le dites vous-même, monsieur le député, les départements d'outre-mer, c'est à peu près 5% de la population? 3,5% que les départements d'outre-mer, et en y rajoutant le 6e DOM, l'Île-de-France principalement, 5%. 5%. C'est pas rien, Mike. Pourquoi c'est pas rien? Parce que l'élection présidentielle se joue au deuxième tour à 2%. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'est pas allé au deuxième tour, il lui a manqué 400 000 voix, 0,5%. Donc, si nous arrivons, et c'est le message principal que je suis venu délivrer ici à Télé Antilles, et à chaque fois que vous allez m'inviter, je vais le délivrer. J'invite tous les ultramarins à faire preuve de solidarité, à aller voter, à être conscient qu'il y a un intérêt qui dépasse tous les intérêts partisans, droite, gauche, socialiste, en marche, etc. Ça, ultramarins. J'étais président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Donc j'ai vu qu'il n'y a pas de différence tellement sur les problématiques ultramarines entre les députés ou entre les ultramarins. On trouve des solutions. Rassemblons-nous et là, on va pouvoir peser sur la politique locale et nationale, et là, il y aura commencé à écouter nous, et il y aura commencé à considérer nous. Enfin, je le dis. On le voit d'ailleurs, on le voit dans l'hémicycle, où vous siégez donc à l'Assemblée nationale, on le voit qu'aujourd'hui, vous parlez donc de ce groupe de représentants, donc l'IOT, on le voit aujourd'hui, donc vous êtes écoutés. Vous êtes écoutés, on sent qu'il y a des messages qui sont véhiculés. Il y a des idées. Aujourd'hui, donc, il y a une meilleure considération. Vous avez travaillé pour que cette considération, donc, on peut le dire, ultramarine, soit prise en compte et soit mieux représentée donc, dans cet hémicycle? Il faut tout le temps remettre l'ouvrage sur le métier. C'est pierre après pierre qu'on construit l'édifice. Et c'est sûr qu'on ne peut que constater qu'à l'époque chiracienne, il y avait une appétence naturelle pour les Outre-mer. Il y avait des hommes et des femmes qui connaissaient les Outre-mer, qui aimaient les Outre-mer, qui voulaient faire avancer les Outre-mer. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir de nouveaux députés qui méconnaissent les Outre-mer et qui, aujourd'hui, ne s'y intéressent pas. Et comme en plus la France est dans une situation de crise globale, eh bien, on a l'impression de passer au second plan. Et surtout, on a l'impression de toujours être des gens qui coûtent à la France. Alors, il faut qu'on rappelle 2-3 choses à ces gens-là. 1, la France est la France parce qu'elle a les 11 territoires outre-mer peuplés sur les 3 océans où le soleil ne se couche jamais. Elle est la France parce qu'elle peut lancer des fusées Ariane en Guyane. Elle est la France parce qu'elle a 70% de la biodiversité végétale en Guyane. Elle est la France parce que la forêt amazonienne de Guyane lui permet d'avoir des bonus carbone qui lui permettent de ne pas payer des taxations au niveau international. Elle est la France parce qu'en Martinique, Guadeloupe, Polynésie, elle a les plus belles plages du monde.
Elle est la France parce qu'elle peut, dans le canal du Mozambique, avec Mayotte, la Réunion, faire de la géopolitique avec le continent africain, qui est le continent d'avenir, c'est le vrai continent d'avenir. Et je salue le Nigeria et les autres qui rendent fiers les ascendants africains dont je fais partie. Elle est la France parce qu'au niveau pacifique, on peut faire avec la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, on peut faire de la géopolitique avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec Tokyo et même avec les États-Unis. En clair, la France est la France parce qu'elle a les Outre-mer, sinon elle sera un petit pays engoncé au sein de l'Europe. Donc, premièrement, on n'a pas à rougir d'être avec des spécificités françaises. Deuxièmement, je discutais avec Moïtai Brozerson, qui est député de Polynésie. Vous avez 3 députés polynésiens indépendantistes en Polynésie. Je ne parle pas d'indépendance, je m'intéresse à ce qui se passe. Et je lui ai dit, même Moïtai, comment tu fais pour convaincre la Polynésie, qui n'est pas tellement plus riche que la Guadeloupe ou la Martinique, d'un voter indépendantiste? Il m'a dit, tout d'abord, je ne suis pas un indépendantiste acharné de séparatiste avec la France. On a besoin de la France pour les éléments régaliens, la sécurité, l'éducation, etc. Mais il y a une gestion autonome. Et une gestion autonome. Et il m'a dit quelque chose qui n'est pas assez connu. Et je nous invite à nous y intéresser plus. Il m'a dit, ce qu'on a fait en Polynésie, on a demandé à des universitaires de calculer ce que la France rapporte à la Polynésie et à l'inverse, ce que la Polynésie rapporte à la France. Et tenez-vous bien, Mike, on a démontré que la Polynésie rapporte plus à la France. Parce que la France envoie de l'argent, mais ça repart avec les fonctionnaires, etc. J'ai demandé aux universitaires des Antilles et de la Guyane, je leur demande de faire la même chose, qu'elles nous mettent les chiffres sous les yeux, parce que c'est qui chiffre va reprendre ces menaces-là, ces messieurs. Eh bien, mettons-leur le chiffre sous le nez, en disant, mais finalement, en fait, on vous rapporte plus que ce qu'on ne vous coûte. Donc, arrêtez de dire qu'elle nous coûte les autres et commencez à traiter nous comme des Français avec les moyens à mettre en place parce que nous faisons la richesse de la France. Justement, vous dites que la France est la France parce qu'elle a tous ses territoires, mais à travers ces territoires, on a des femmes et des hommes qui souffrent. On va en parler dans cette émission. La France, elle a également son histoire. Et puisqu'on parle d'histoire, monsieur le député, quand monsieur Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, qui est le ministre tuteur donc, de l'Outre-mer, du ministre de l'Outre-mer, quand il dit qu'il le réunit, qu'il dit que la France, c'est la République française qui abolit l'esclavage. Quand il dit des propos comme ça, vous dites que c'est un ministre qui ne connaît pas son histoire? Alors, je dis que c'est grave, que ces propos sont graves, méprisants et erronés. C'est comme si je disais aux Français, ah mais vous savez, à la Seconde Guerre mondiale, la France a été libérée grâce aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et aux Russes, sans tenir compte du fait qu'en France, vous avez eu des hommes et des femmes qui ont résisté, même difficilement, qui ont combattu, qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens pour repousser l'oppression nazie et fasciste. C'est mépriser tout un pan de résistants, c'est mépriser Massoto, c'est mépriser Delgrès, c'est mépriser Ignace, c'est mépriser ces esclaves, hommes et femmes, qui ont résisté pendant des siècles pour dire non à l'esclavage. Et donc, la République a signé un document, mais ce n'est pas elle qui a aboli l'esclavage. Et dire ça, c'est méprisant, c'est méconnaître, et c'est en dessous de tout. Et d'ailleurs, ce sont des propos révisionnistes que je demande qu'ils soient condamnés. Je lui ai demandé des excuses en attendant toujours. D'accord. Nous ne peut pas il doit accepter. s'excuser? Oui. Selon vous, il doit s'excuser? Oui, je lui ai dit directement. Dans l'hémicycle? Foy, arrêtez d'imager. Et Foy savent qu'elle est capable d'aller de l'histoire douloureuse de nos territoires qui ont été mis en esclavage. Foy, prudent, arrêtez d'imager. Parce qu'elle ne peut pas accepter ça. Voilà la réalité. Et donc, il faut arrêter le mépris. Il faut arrêter ces postures qui caressent une frange de la population, une frange de l'extrême droite méprisante, raciste. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et surtout, pour un ministre des Outre-mer, on ne peut pas l'accepter. Très bien. Alors, monsieur le député, on va aussi parler, puisqu'on parle de députation de l'Assemblée nationale où vous siégez. Donc, d'ailleurs, c'est votre deuxième mandature. Mais vous êtes parti pour durer. Donc là, il n'y a pas de mandat, on n'arrête pas. Donc on peut en faire. Vous avez dit que dans votre groupe, il y a un député qui a son 7e mandat? Je n'aspire pas être 7 fois député. Mais on en parlera. Il y a peut-être d'autres missions qui vous attendent et qui pourraient vous incomber dans les années à venir. On en parlera dans cette émission. Alors, cette année, je l'ai dit donc, en préambule tout à l'heure, vous vous êtes réunis donc, en Guyane
c'est une grande première. Donc, habituellement, c'est une réunion qui se tient à Paris avec les députés donc, des départements d'outre-mer. Alors, est-ce pour vous une pratique contraire à la République? Est-ce que c'est une constatation? Est-ce que c'est contraire à la Constitution de se dire, mais voilà, au lieu de se réunir à Paris, on va aller sur un autre territoire, un autre département pour faire bloc? Tout d'abord, dans le principe, la République est partout. Là où 2 ou 3 sont réunis, je parle de députés, la République est présente. Oui. Et donc la République a été aussi présente en Guyane sur un territoire français. Je pense que certains ont tendance à oublier parfois que les ultramarins sont français. Nous Français, et parfois nous Français depuis avant longtemps d'autres territoires français. Qu'est-ce qu'on a voulu dire à ce moment-là? Notamment Davy Riemann et d'autres. Le 24 novembre, où il y a eu cette tension terrible à l'Assemblée, où il y a une obstruction, on pourra y revenir, je crois, sur la réintégration des soignants suspendus non vaccinés, nous avons décidé de faire une contre-rentrée parlementaire qui se fait en général après décembre, les vacances de Noël à l'Assemblée nationale. C'était le 8 à l'Assemblée. Nous décidons de faire en Guyane. Pourquoi? Et nous étions 19 députés ultramarins sur 27, que ce soit en présentiel, 13, ou en visioconférence. 19 sur 27. Ouais. Et c'était pour dire quoi? Que nous pouvons nous réunir en Assemblée nationale, en République, n'importe où sur le territoire français, y compris des territoires dits d'outre-mer. Ouais. Et que 2, on l'a fait en Guyane pour leur dire que mais la France sans la Guyane, qui j'ai qu'à y faire? Est-ce que c'est la Guyane qui a plus besoin de la France aujourd'hui ou de la France qui a besoin plus de la Guyane? 2. Et 3, que nous voulions nous réunir entre nous pour réfléchir à une position commune que nous avons d'ailleurs prise et que nous avons soumise à la Première ministre. Nous attendons toujours qu'elle élève nous dit gade. Qu'elle fait concis pour comprendre, il voyait nous en réponse alambiquée en disant bref, vrai, peut-être le ministre des Outre-mer au travail. On veut voir la Première ministre. Quand vous avez 19 députés sur 27 qui vous écrivent, la moindre des choses, c'est qu'elle nous rencontre. J'espère qu'elle le fera si elle est tellement soucieuse du respect, de la démocratie et des échanges, enfin blablabla. Bla, 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 bla. Donc, nous attendons cette rencontre pour que nous puissions lui soumettre nos problématiques. Alors, est-ce que c'est une délocalisation, en tout cas pour cette première, on va s'attendre à la revivre peut-être pour l'année prochaine ou alors, Tout à fait. C'est prévu. L'année prochaine, je vous l'annonce, c'est à La Réunion. Ouais. Et l'année d'après, c'est en Guadeloupe. On va faire en fait les différents océans et ensuite Martinique. En fait, on va la faire chaque année. Très bien. Et dans cette instance, vous parlez d'instance ou d'assemblée? Comment vous définissez donc cette réunion de travail? On l'a défini rencontre député 97. Ouais. 97, vous avez 97, 1, 2, 3, 4, D'accord. etc. Tous les départements. Donc, voilà, c'est les rencontres des députés. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait d'accord avec la notion de outre-mer. On veut chercher un autre terme. On dit pour l'instant territoire dit d'outre-mer. D'ailleurs, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble, pas qu'avec les politiques, avec la société civile, là, qui j'en nous qu'a qualifié nous. Parce que qui dit outre-mer dit centralité. Nous, là en Martinique, on considère qu'on est au centre du monde. Eh bien, il faudrait qu'on puisse redéfinir ça dans la notion de relation avec la France hexagonale. Très bien. Vous êtes rentré alors, je ne vais pas dire en conflit, mais vous êtes des... alors, le mot m'échappe, mais vous êtes... Alors là, vous distinguez donc, différemment par rapport à ce qui se fait habituellement. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, quand on regarde l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a, sous l'outre-mer, il y a un peu plus de poids. On vous écoute différemment. Vous avez cette intention-là? Alors oui, c'est une intention. C'est une intention ferme. Ouais. Oui, il faut écouter nous. Ouais. Est-ce que vous avez cette impression aujourd'hui? Alors, pas assez. Ouais. Ils ne nous écoutent pas encore assez. Parce qu'en fait, déjà, il faut qu'ils apprennent à nous écouter. Parfois, ils ne sont pas habitués à nous écouter. Donc, quand ils ne nous écoutent pas et qu'on parle, il faut qu'on leur dise de nous écouter, premièrement. Après, il faut que cette écoute active se traduise en action pour nos territoires qui souffrent, vous l'avez très bien dit, des hommes et des femmes. Je ne vais pas prendre le niveau de chômage 3 fois plus important, le niveau de pauvreté 2 fois plus important, le niveau de violence 2 fois plus important, le niveau d'illettrisme 2 fois plus important. Bref, on souffre du réchauffement climatique bien plus qu'ailleurs. En réalité, tout ça ne peut pas durer. On a une baisse de population en Martinique, en Guadeloupe. On a parfois des cadres A qui ne nous ressemblent ni à vous ni à moi, Mike, et ça on ne veut pas, alors qu'il y a des gens comme vous, comme moi, qui ont fait de bonnes études et qui peuvent occuper des postes. Bref, on a un certain nombre de problématiques et on ne veut pas que l'État français profond fasse semblant avec nous en nous disant oui, d'accord. Par exemple, je prends un seul exemple. J'ai fait voter il y a quelques années,
dans ma précédente mandature, concours nationaux à affectation locale. Qu'est-ce que c'est que ça? Une minute pour expliquer. Fonctionnaire d'État, on peut vous affecter partout en France. Oui. Or, des Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais se disent, ils sont peut-être fonctionnaires catégorie B, mais ils voudraient aller en catégorie A, mais se disent, pour mes si en passer ça, faut en partir en France des 3 ans pour cette revine, je vais peut-être détruire ma famille, j'aurai 2 loyers à payer, je vais perdre les 40% en partant en France. Donc, j'ai voté l'amendement, fait voter l'amendement, concours nationaux, mais affectation locale. On sait que tu passes un concours national, prof, directeur de je ne sais trop quoi, mais tu seras affecté en Martinique, ou en Guadeloupe, ou en Guyane, ou ailleurs. Il faut jamais mettre ça en place, même si la loi a été votée, pour l'éducation nationale. 2-3 petites directions, je crois, de la douane l'ont fait pour tel concours en France hexagonale, mais il faut jamais faire ça pour les Outre-mer. Donc, en fait, l'État profond, parfois, résiste. Il veut garder ses privilèges avec ses petits copains qu'il prépose sur tel et tel poste pour y profiter des territoires en nous et finalement partir au bout de quelques années sans avoir laissé la richesse, la fertilité, l'intelligence et surtout la connaissance et l'amour du territoire. Voilà. Vous qui êtes aujourd'hui, donc, monsieur le député Olivier Servat, donc, au cœur du système, puisque vous êtes élu à l'Assemblée nationale, on le rappelle, vous êtes donc député de Guadeloupe. Constatez que quand il s'agit donc des Outre-mer, il y a des résistances peut-être, mais la France met des œillères et on se dit, bon ben, on verra après. Leur esprit, souvent, ah ouais, mais c'est bon, ça a toujours appelé Nio. Il y a toujours des problèmes. Et puis, beaucoup de méconnaissances et de préjugés qui font qu'ils prennent des mauvaises décisions. En fait, tout simplement, nos décideurs devraient faire un effort supérieur de s'intéresser aux territoires ultramarins, de prendre la conscience de la richesse que ces territoires représentent pour eux. Nous ne sommes pas que des géographies. Ils sont bien conscients de la richesse que tous les 11 territoires peuplés offrent à la France. Mais par contre, dès qu'on parle des hommes et des femmes, de l'histoire des hommes et des femmes qui sont dans ces pays-là, eh ben, ça te donne des non-lieux à la chlordécone, ça te donne des procureurs qui demandent des non-lieux pour l'affaire Claude Jean-Pierre, ça te donne de la continuité territoriale, les billets explosent, on n'a pas de réponse, ça te donne un paquet d'anomalies où les gars, ils font semblant avec nous. Ça te donne, par exemple, les énergies renouvelables, on a un potentiel terriblement important, et où la Commission de régulation de l'énergie, ou Jean-François Carenco, qui est actuellement ministre délégué, qui était président, ils font semblant. On a dit oui, on a des potentialités énormes, mais pour valider des projets, pour lancer des appels à projets, pour faire du photovoltaïque, de l'éolien, de la géothermie et des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage, il n'y a pas à faire rien, ils font semblant. Le problème de l'eau en Guadeloupe, ça traîne. On y reviendra. Alors, monsieur le député, Olivier Servat, mesdames et messieurs qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike, merci en tout cas donc d'avoir accepté. Je le dis encore solennellement parce que c'est symbolique, c'est fort. Et on espère recevoir sur ce plateau encore plein d'autres députés et de sénatrices, sénateurs donc des départements d'outre-mer. Alors, on va revenir sur le dossier brûlant actuel donc de l'Assemblée nationale, enfin qui a quitté l'Assemblée, qui est parti dans l'autre Assemblée en face au Sénat. C'est la réforme des retraites. Nous, on voudrait savoir donc votre positionnement en tant qu'élu donc de la nation et représentant de la Guadeloupe. Et puis, on voudrait avoir votre sentiment là-dessus. Quel pourrait donc être l'impact de cette loi, si elle est votée, sur la population ultramarine et notamment sur celle de la Guadeloupe? Bien, aujourd'hui, ce qu'on regrette dans ce texte, c'est qu'il n'y a rien comme volet ultramarin. Et nous avons fait 2 propositions d'amendement. J'attends toujours le ministère des Outre-mer. Lesquels? Je vais vous les décrire. Ouais. Et j'attends toujours la réponse du ministère des Outre-mer. Il dit, moi, il y a qu'à garder, il regarde les arbitrages avec Bercy, avec c'est compliqué, etc. J'attends toujours le retour. 2 choses qu'on aurait pu faire mieux. Vous savez, en Outre-mer, nous avons ce qu'on appelle une hypertrophie de la fonction publique. Fonctionnaires d'État, fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Voilà, les 3. Oui, les 3. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Souvent, dans les catégories élevées, c'est des gens qui passent sans me vouer, moi, mais enfin, bon, ça, faut nous traiter ça, on en a parlé tout à l'heure. Mais passons. Ces personnes-là touchent une surrémunération. Par exemple, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, 40% en plus. Mais ça, ils ne la touchent que durant leur vie active. À la retraite, ils la perdent. Et donc, c'est un drame. Ils passent de 140, 100 plus 40%, à 85, 75. Donc, ils perdent quasiment la moitié de leur
pouvoir d'achat. Pourtant, la vie n'est pas moins chère quand il passe de actif à la retraite. La vie reste aussi chère. Canodillo, qu'est-ce qu'on a proposé? J'ai déposé un amendement en ce sens. Écoutez, et j'ai consulté bien évidemment avant, tous les syndicats, fonction publique d'État, hospitalière, territoriale, pour consulter, parce que, en fait, nous, on doit se nourrir de la base, bien évidemment. On doit se nourrir de la base. Et si on ne le fait pas, eh bien, on est déconnecté des réalités. Et donc, ce que nous avons dit, c'est qu'on veut que chaque fonctionnaire puisse cotiser durant sa vie active sur sa rémunération à un bout de retraite. Il va donc toucher un peu moins dans sa vie active, mais il va toucher les 40% à la retraite. Alors, ils ont commencé à me dire, ouais, mais on va comprendre, pour l'État, ça peut s'envisager parce que l'État a les reins solides, parce que qui dit cotisation salariale, mais il faut que l'employeur cotise aussi pour la retraite. Ouais. Et là, l'État dit, bon, ok, on peut. Mais bon, tu comprends, pour les collectivités, leurs finances sont fatiguées, elles ne pourront peut-être pas faire. Pour l'hospitalier, ben c'est pareil, elles auront du mal, donc on veut faire que pour l'État. J'ai dit, ok, bon, chez Chalon, faisons que pour l'État. J'attends toujours, pas de réponse. On voudrait donc que l'État prenne ses responsabilités en tant qu'employeur et puisse permettre à ses agents de partir à la retraite avec les 40%. Pas de réponse sur ça, donc c'est pour ça que, je suis contre cette réforme. 2, savez-vous, Mike, il y a la durée de vie qui augmente. Peut-être une femme 86 ans, un homme 82 ans. Mais il y a une autre statistique dont on ne parle pas assez, c'est la durée de vie en bonne santé. Pour un homme, c'est 62 ans. Pour une femme, c'est 64 ans. Donc, si on pousse l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, c'est qu'on s'y aura dit, bon, nous avons pressurisé durant le temps de ta vie en bonne santé, et puis après, échapper à la retraite pour être mort, parce que finalement, tu ne seras pas en bonne santé. Nous refusons, dans ce monde trop consumériste, nous refusons dans ce monde qui doit prendre soin de la terre, qui doit produire avec plus d'intelligence, avec moins d'agressivité pour nos ressources et avec moins d'agressivité pour nos ressources humaines, nous revendiquons le droit à ce que ces personnes puissent partir un peu avant pour qu'elles profitent un peu plus de la retraite en bonne santé. Troisièmement, pourquoi nous pas d'accord? Les petites retraites en Outre-mer, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les professions libérales, zéro réponse. Je vais laisser mon avait 200, 250 euros, sans réponse. Ils commencent à te parler de minimum de retraite quand tu as travaillé à taux plein, 43 annuités. Sauf qu'ils savent bien, mais ce qu'il manque en Guadeloupe, tu sais bien, ou en Martinique, ou en Guyane, eh bien que parfois, les gens n'ont pas travaillé de façon déclarée, ils ont eu des carrières hachées. Les femmes, elles ont leurs enfants, donc des carrières hachées. Aujourd'hui, on leur demanderait de travailler plus, 64 ans, pour partir à la retraite. Donc, toutes ces conditions, il faut que nous ne soyons pas d'accord et que nous sommes contre, nous avons voté contre, en tout cas moi, cette réforme des retraites, et que nous avons proposé à voter pour la question référendaire. On voulait que ce soit un référendum, c'était le Rassemblement national qui demandait ça. Moi, ça n'a pas gêné moins de voter, depuis ça dans le sens de la population. J'ai voté, ça a été rejeté. La question d'ailleurs dans les propositions du président de passer par la voie du référendum, justement sur cette réforme des retraites. Parole en bouche, parce que lorsqu'il y avait une motion référendaire présentée par le Rassemblement national, les députés Renaissance, la majorité, ont dit non. Moi, en tout cas, j'ai voté pour. Donc, pour toutes ces raisons, on n'est pas d'accord. Maintenant, si au Sénat, tu as l'air d'avoir une petite combine entre les républicains, les gens de droite et les gens de droite de Renaissance, peut-être que ça va passer au Sénat. D'ailleurs, je trouve les socialistes du Sénat bien mous, mais en fait, bon, ça, c'est histoire à yo. Nous, on n'est pas là pour être mous, hein. Vous voyez, les sénateurs, bon, il n'y aura pas les gentils, etc. Nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est le peuple qui se traduit. Nous sommes des élus du peuple. Nous ne sommes pas des élus de grands électeurs, nous sommes des élus du peuple. Et donc, en tant qu'élu du peuple, on traduit directement la souffrance du peuple, et 70% disent non, nous pas d'accord avec la réforme des retraites. Qui, genre, 70% de la population l'a dit non, il va y voter quand même. Mais dans quel monde vit-on? Eh bien, donc, pour toutes ces raisons, on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, le 7 mars, je vais manifester. Vous serez dans le cortège? Oui. Très bien. On va parler d'un autre sujet, monsieur le député Olivier Servat. Donc, on parlait donc on navigue entre Paris, voilà, l'Assemblée nationale et les Antilles. Continuité territoriale. Je voudrais qu'on en parle. Le prix exorbitant du coût des billets d'avion aujourd'hui, donc pour revenir au pays. On a l'impression que, alors quand on parle de continuité territoriale, alors quand c'est un autre département qui n'est pas très loin de la France, ben, on l'assume, on la met en place et on accompagne. Aujourd'hui, donc nos compatriotes, monsieur le député, souffrent. On n'arrive pas
à revenir au pays. On ne peut plus partir en vacances. Les avions sont remplis, mais pas forcément avec des gens comme vous et moi, pour reprendre un terme qui vous est cher. J'ai l'impression que les élus, nos élus, vous, il n'y a rien qui... Ça ne bouge pas. Oui, vous avez raison, ça ne bouge pas assez et Dieu seul sait qu'on veut que ça bouge. Vous avez parlé de la Corse, c'est bien de la Je Corse. vais pas citer, Mais si moi vous je le cite. Si vous le citez. Mais oui, je la cite et à juste titre. On salue nos amis corses, puisqu'on a également regardé en Corse. Mais je les salue via les doublement, réseaux, oui. parce que les 3 députés sur 4 de la Corse font partie de mon groupe Liberté Indépendant Trouver Territoire. Et souvent, on s'inspire des Corses parce qu'ils ont souvent tout compris sur comment faire. Eh bien, l'État français sorti octroyé plus 30 millions d'euros pour la continuité territoriale. Le billet entre Corse et Marseille, c'est subventionné à 80% par l'État. C'est de la responsabilité de l'État, la continuité territoriale entre la France et la France. Il se trouve que c'est entre la France et la Corse, et la France et la France. Entre la France et Martinique, la France et Guadeloupe, France et Guyane, c'est France et France, c'est la responsabilité de l'État. D'ailleurs, en 2017, le candidat Macron, on lui avait dit, il y a un problème de continuité. Et la seule ligne qu'il avait mise dans son programme pour les Outre-mer, c'était continuité territoriale, gratuité de 10 000 billets. On attend toujours la gratuité. Oui, c'est un vrai problème. Oui, c'est la responsabilité de l'État. Oui, ça n'est pas assez fait sérieusement. Et oui, nous souffrons aujourd'hui et que nous payons trop et malgré tout, les compagnies aériennes souffrent. Donc, que faire? On l'a demandé, on a déposé des amendements dans la loi de finances pour les Outre-mer. On se bat, mais quand vous avez un État qui détourne du regard là où ça fait mal, parce qu'il ne fait pas laguer l'argent, tout simplement. Alors, les Corses, peut-être une des méthodes qu'elles nous panient, On ne va pas forcément aller jusque-là. Il faut pouvoir se faire entendre d'une façon ou d'une autre. Il faut se faire entendre. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne nous entend pas parce que ça va coûter trop cher, parce qu'en même temps, l'État français est un peu en difficulté financière, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, ce n'est pas sur nous qu'elle fait au point toute économie. Hein. Ouais. Je veux dire, on coûte beaucoup moins cher que, par exemple, des conflits internationaux en Ukraine. On paye le quoi qu'il en coûte dans nos billets d'avion aujourd'hui? Très clairement, ouais. Très clairement. On paye le désintérêt financier de l'État vis-à-vis des Outre-mer, bien évidemment. Alors, justement, pour ces billets d'avion, alors je le dis toujours, quand je reçois donc, un élu dans cette émission, aujourd'hui, donc c'est moins coûteux donc, d'aller à Bangkok ou au Japon que de partir aux Antilles. Alors que nous sommes dans la continuité territoriale. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité, monsieur le député. Bien sûr, c'est moins coûteux d'aller en République dominicaine aussi. Oui. Et oui, tout à fait. Non, mais il y a tout un tas d'anomalies. Mais là, ils sont en train de repartir de la République dominicaine. Enfin bon, voilà. Ils ont ça repart vers l'Asie. On sent que les choses rebougent. Mais pour aller chez nous aux Antilles, on est sous un territoire français. On ne peut pas, monsieur le député, laisser donc, nos compatriotes payer des billets donc, à plus de 1 000 euros, 1 200, 1 500 euros pour partir en vacances. Aller voir la famille. Bien sûr. C'est inadmissible. On a 3 compagnies aériennes. On a l'impression que... Alors en plus, c'est une pratique, c'est une technique illégale dans le droit commercial français. Donc, ces ententes illicites entre les compagnies. Alors, je me trompe peut-être, mais on laisse faire. Oui, on laisse faire et c'est étonnant. Nous sommes des vaches à lait. Vous savez pourquoi on est des vaches à lait? Parce que beaucoup vivent de transferts sociaux de 40%, donc tout ça passe dans les billets, en fait. Et c'est ça dont je vous parlais. En fait, la France donne des 40%, mais en fait, après, elle les reprend dans les billets d'avion qu'elle laisse... Oui, elle laisse faire. Et les ententes qui ne sont pas démontrées, mais qui sont soupçonnées fortement. Parce que quand vous avez des compagnies qui veulent rentrer sur le territoire, eh bien, ces mêmes compagnies dont vous parlez arrivent à baisser les prix pour asphyxier le nouveau entrant, et le nouveau entrant l'asphyxier, ils remontent les prix. Donc, tout ceci, effectivement, on laisse faire. Vous savez ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale? Récemment, on a validé, on a voté le principe d'une commission d'enquête. Commission d'enquête avec des pouvoirs d'investigation. Ça va durer combien de temps? 6 mois. 6 mois, mais c'est beaucoup. Moi, j'ai mené une commission d'enquête sur l'eau. Je peux vous dire qu'en 6 mois, on a le temps de faire le tour du pays et le tour des questions, parce qu'on a des administrateurs à notre disposition et on pourra investiguer. Je suis content que cette commission d'enquête voit le jour pour qu'on puisse éclairer sur la situation des marges, notamment des distributeurs, des marges des différents sous-traitants qui mènent du fournisseur au produit dans la grande distribution, des marges et des coûts sur les billets d'avion. Et toute cette anomalie qui nous étouffe, qui nous étrangle dans un système d'inflation qui ne nous permet pas de bien vivre aujourd'hui. Alors, une commission qui mettra certainement du temps, beaucoup de temps. 6 mois. Député. 6 mois. 6 mois. 6 mois, c'est long. Ça veut dire que pendant les vacances, il y a beaucoup de
nos compatriotes qui ne pourront pas aller voir la famille, les parents, des fois donc des grands-parents qui sont souffrants, qui sont donc en manque d'affection, d'amour, ça c'est important. Et puis peut-être c'est une commission qui, peut-être une fois de plus, vous l'avez dit aussi sur certains dossiers, qui accouchera d'une souris. C'est le risque. C'est long, c'est toujours trop long, et c'est le risque. Vous avez raison. C'est pour ça que on doit faire bloc. C'est pour ça qu'on ne doit jamais se laisser diviser. Mais quand vous dites bloc, pourquoi ? C'est vous qui êtes à la tête du système. C'est vous qui êtes à la députation. C'est vous qui êtes à l'Assemblée nationale. C'est vous qui côtoyez les ministres. Monsieur Karenko, Monsieur Darmanin, ministre donc, de l'Intérieur en charge de l'Outre-mer. C'est vous qui les voyez, tous ces gens. À un moment donné, c'est à vous de taper le poing sur la table, monsieur le député. On vous le demande, solennellement. Je suis d'accord, j'accepte. Ouais. Nous le faisons. Mais quand vous avez en face quelqu'un qui vous écoute poliment et puis finalement qui n'agit pas, alors que c'est lui qui décide, comment fait-on ? Aujourd'hui, peut-être que l'une des voies, c'est de pouvoir, quand je dis faire bloc, on a toujours su nous diviser en Outre-mer. Diviser Martinique et Guadeloupe, hein. Ça marche tellement bien. C'est historique. Et oui, mais il faut qu'on résiste à ça. Ouais. Diviser Guyanais et que sais-je. Diviser le Pacifique à l'Atlantique. Ça marche tellement. Diviser en fonction des couleurs de peau. Bon. Il faut qu'on puisse se dire, je revenais tout à l'heure au poids politique pour l'élection présidentielle. Ça se joue à 2 points. Si on arrive aujourd'hui, on ne prend pas au sérieux en Île-de-France parce qu'on est divisé, parce qu'on n'arrive pas à nous structurer. Pas assez. Eh bien, c'est pour ça aussi que je suis là, pour faire un appel. Nous sommes des élus du peuple. Donc, on a notre légitimité, notre force du peuple. Eh bien, il faut qu'on puisse montrer la voie, ce qu'on a fait en Guyane, en nous rassemblant, quelles que soient nos sensibilités, quelles que soient nos différences, pour parler d'une seule voix, parce que ça, ils n'aiment pas. En général, ils préfèrent diviser. Et deuxièmement, on a besoin aussi, parce que seul, je ne suis que député sur 177, seul, on ne peut rien. Ouais. On a besoin de la force du peuple, qui lui aussi prenne conscience et nous dise, OK, eh bien, nous aussi, on se rassemble, quelles que soient nos sensibilités, nos différences, quelles que soient nos origines, on y va pour demander que cette affaire de continuité puisse cesser. Effectivement, ça ne peut pas venir que du représentant du peuple. Ça doit venir aussi du peuple. Et pour ça, on doit être un guide. Mais ça prend du temps et parfois, il y a quelques embûches. Je le reconnais. Alors, vous parlez d'unité, monsieur le député. Alors, quand on quitte son département d'origine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, quand on arrive donc, ici en France hexagonale, je préfère parler donc, de France hexagonale, excusez du peu le terme, on représente aujourd'hui près d'1 million de voix, donc d'originaires, de compatriotes. Donc, si on prend la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, 1 million, ça représente ce 6e département dont vous faisiez référence tout à l'heure. Comment, justement, ce million de Domiens, un terme que je n'aime pas non plus, comment vous envisagez donc de les voir, de les accompagner donc, dans les 10, 15, 20 prochaines années? Parce qu'on est une force ici en Île-de-France et en France. Oui, tout à fait. C'est une question importante. Et vous avez bien raison de dire que ça va être sur le moyen long terme. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, en claquant des doigts. Moi, je l'ai observé en tant que président de la délégation d'Outre-mer pendant 5 ans. Dès que j'avais des manifestations, je mobilisais toutes les énergies ultramarines d'Île-de-France et parfois même ailleurs. Il y a beaucoup de personnes à Bordeaux ou ailleurs. On a du mal à rassembler tout ça. À mobiliser. Ouais. On a quelques associations. Alors ça, c'est une question qui mériterait d'être débattue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous m'invitez d'ici quelques semaines, j'aurai peut-être... Non, on vous réinvitera, monsieur le député. D'accord. Alors, j'aurai peut-être une trajectoire à vous proposer. Parce que, en fait, tant qu'on n'a pas un poids national, on ne peut pas raconter. Tant que ça panier... Mais vous êtes en train de devenir ce poids national que peut-être que tout un peuple attendait. Alors, moi, je ne suis qu'un être humain, un individu. Sans la population qui se mobilise, on n'est rien, très clairement. Il faut en être conscient. Donc, l'idée, c'est de peut-être proposer à cette énergie d'Île-de-France qui est forte, qui existe et qui ne demande qu'à pouvoir être entendue, de pouvoir peut-être se structurer au niveau national pour pouvoir peser sur le champ national. Il faudrait monter un parti politique? Alors, moi, je crois qu'on est en réflexion sur comment faire bien, mieux, pour qu'on soit entendu. Et que nos territoires ultramarins soient dignement représentés et qu'ils ne souffrent pas de continuité territoriale. Et tout ce dont vous parlez qui est tellement vrai. Je n'ai pas la science infuse ni la solution immédiate, sinon ça a été déjà fait. Mais ce que je sais, c'est que dans les 10, 15, 20 prochaines années, que vous avez évoqué, Mike,
On doit arriver vers ce chemin-là. Et en tout cas, je m'y emploierai le plus possible. Très bien. Puisque vous parlez d'énergie, Oui. monsieur le député Olivier Servat, donc invité dans cette émission, les invités de Mike. Le problème, parce qu'on parle d'énergie, l'eau, l'électricité, c'est fluide. Ce sont des problèmes qui sont récurrents. On souffre encore de manque d'eau, donc des journées entières sur certaines villes en Guadeloupe. Alors moi, j'ai constaté, sur la Grande Terre notamment, où il n'y a pas d'eau pendant une journée. On vous envoie l'eau 2-3 heures. Mais ça fait des années qu'on en parle. On a l'impression que, voilà, motus et bouche cousue, il n'y a rien qui avance. Deux problématiques, énergie et eau. Sur l'énergie, oui. Ben voilà, moi je suis scandalisé. On a une loi qui dit qu'en 2030, dans les territoires d'outre-mer, on doit avoir 100% de énergie renouvelable. D'accord. Tu parles cinéma, semblant, que ce soit l'État, que ce soit EDF, que ce soit la Commission de régulation de l'énergie, avec l'actuel ministre des Outre-mer, ancien président Careco, tous ces gens ont fait semblant avec nous. Pourquoi? Vous savez, pour que nous puissions aller vers des énergies renouvelables, il faut que l'on puisse lancer des appels à projets qui permettent à des personnes de développer des fermes photovoltaïques, des fermes éoliennes ou de la géothermie. Et que l'État s'engage à racheter à ses opérateurs l'électricité pour l'injecter dans les réseaux. Là, commencé par EDF qui a dit « Ah non, mais ce sont des énergies intermittentes qui ne vont pas fonctionner avec le réseau stable dont on a besoin pour tout le monde. » Il y a la géothermie. La géothermie, c'était le BAGM qui l'utilisait en Guadeloupe jusqu'en 2014. Ça a été vendu à des Américains, israélo-américains. Ces gars-là, ils ont investi 80 millions d'euros. Ils font 5 millions d'euros nets de bénéfices par année. Ce que j'ai pu obtenir de la ministre Pannier-Runacher des énergies renouvelables, c'est que tout projet géothermie maintenant doit permettre de voir être associé des personnes comme vous et moi, des hommes et des femmes, la région Guadeloupe, le département Guadeloupe. Il y a une source géothermique potentielle 30 MW, ça fait un quart de la population bassérienne, qui va voir l'objet et la vie dans à peu près 5 à 10 ans, ça prend du temps. Eh bien, c'est acté ça. Ensuite, il faut que la Croix lance des appels d'offres. Aujourd'hui, les opérateurs me disent on veut des énergies renouvelables et ces messieurs pas lancé pour appel d'offres pour nous mettre en place ces choses. Donc, ils font semblant avec nous, il faut que ça cesse. Je regrette que dans l'accélération des énergies renouvelables là, il n'y avait pas de volet outre-mer. Donc, on sait comment faire, mais il faut y aller vraiment. Et je crois qu'avec la crise en Ukraine, les problématiques de gaz, de pétrole, d'approvisionnement, là, je crois que l'État français a compris, parce que pour elle-même, elle a besoin d'accélérer les énergies renouvelables. Alors, justement, du pétrole, parlons-en. Oui. On pourrait acheter le pétrole au Venezuela qui est vendu... alors, le pétrole au Venezuela coûte moins cher que l'eau. Tout à fait. Mais on pourrait le prendre du Venezuela, le ramener en Guadeloupe, le raffiner, et puis on aurait le carburant à des prix très raisonnables. Tout à fait. Le raffinerie, en l'occurrence, en Martinique, c'est vous qui avez la raffinerie pour l'instant. Mais oui, vous avez raison. Et quand j'interroge les personnes responsables de ça, ils disent « Ah non, surtout pas ça compliqué. » Il faut passer par Total. Il faut passer par la mer du Nord. Ouais. Figurez-vous qu'avec le coût carbone aujourd'hui, vous avez des gros pétroliers qui sortent de la mer du Nord, qui traversent l'Atlantique pour venir en Martinique pour qu'on raffine le pétrole et le livrer ensuite en Guadeloupe, en Guyane. Il y a plusieurs pétroles ? C'est inadmissible. Eh ben, c'est la question que je vous pose. Les gars vous disent, mais tu comprends, c'est pas le même pétrole. Ouais. Il faudrait faire 2-3 millions d'euros d'investissement. Ça s'amortit en 2-3 mois, cette affaire-là. Ils pourraient faire ces investissements pour faire venir du pétrole du Venezuela, mais ils ne veulent pas parce que ils ont des accords avec les pays européens, ne veulent pas businesser avec la Caraïbe parce qu'ils ne veulent pas que nous businessions avec la Caraïbe, parce qu'ils ne veulent pas que nous nous émancipions dans la Caraïbe. On n'a pas le droit, donc ce sujet, on n'a pas le droit de le mettre sur la table. Mais bien sûr. Au département, en région, et dire voilà, on va acheter nos énergies ailleurs. On n'a pas le droit de le faire, ça. Mais si on a le droit de le faire, mais il faut une volonté politique. Faut y faire. Deuxième chose, comment expliquer qu'au Suriname, tu as du pétrole? Je parle autour de la Guyane, hein. En fait, donc tout le bassin, tu as du pétrole, sauf en Guyane, pas ni pétrole. Il y a du pétrole en Guyane, on peut l'exploiter, qu'on l'exploite. Deuxième problématique, l'eau. J'ai fait une commission d'enquête sur l'eau. J'étais rapporteur, Mathilde Panot, présidente de la commission. On a fait du bon travail et qu'on a identifié quoi, grosso modo? Elle est venue d'ailleurs en Guadeloupe. Plusieurs fois. Plusieurs fois. À ma demande d'ailleurs. Ouais. Ah oui. J'ai dit, on va venir en Guadeloupe 10 jours pour comprendre quelle est la problématique de la Guadeloupe. Eh bien, ce qui s'est passé au final, je fais vite, hein. Pendant des années, c'était la commune qui avait la responsabilité de contrôler le fermier qui était la générale des eaux.
conseil municipal pas de connaître rien dans ça, il pas de occuper de ça. La générale des eaux a fait ce qu'elle voulait. Elle n'a pas tellement fait les investissements d'entretien du réseau, mais comme elle gérait tout le système de l'eau, ça lui permettait, par des éléments gravitaires, de pouvoir s'assurer que tout le monde ait de l'eau. Sauf que, quand ça s'est compliqué avec le SIA qui a voulu un peu prendre des responsabilités et M. Hernandez, on a séparé les compétences dans les intercommunalités et chaque intercommunalité gérait un petit bout d'eau. Mais comme tu gères un petit bout d'eau, du coup, tu veux régler ton problème d'eau, sauf que ton problème d'eau dépend de ce qui sort du côté de Capesterre-Belle-Eau. Et donc, tout ceci a été morcelé, mal géré, et là, on a eu des coupures d'eau, des casses et un argent important à investir. Aujourd'hui, on dit 1 milliard d'euros pour l'eau potable, mais on ne parle pas d'assainissement. Tenez-vous bien. 10%. C'est 10% de qualité d'eau excellente que nous perdons chaque année en Guadeloupe. Si on ne fait rien, dans 10 ans, on n'a plus aucune eau de qualité excellente pour la baignade et pour le tourisme. Vous voyez bien que ce n'est pas acceptable. Donc, en clair, sans responsabilité des élus locaux, de l'État et de la Générale des Eaux. Sans jeu de mots, monsieur le député, on nous a baigné dans la mouise. Oui, tout à fait. Mais tout le monde était au courant. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Les Guadeloupéens n'ont plus d'eau aujourd'hui. En effet. Ouais. Alors, il y a un syndicat mixte ouvert qui a été créé de façon insatisfaisante, puisque en fait, on a donné au syndicat toutes les conditions pour qu'ils soient en faillite tout de suite. Résultat, comme dit, comme fait au bout d'un an, il pas ni l'argent encore. Là, l'État a dû remettre 30 millions d'euros. Il fait du goutte à goutte. Il fait un peu de cinéma aussi. Et puis, il a repris la main, là, au fait, sans le dire, avec des fonctionnaires, etc. En fait, il faut qu'on puisse prendre le dossier à bras le corps sérieusement et mettre les sous qui vont bien pour régler cette situation. Et l'assainissement, on n'en parle pas, j'insiste, c'est une catastrophe écologique. Alors, j'ai l'impression, monsieur le député, que ce même problème donc, d'eau, de ressources, si c'était en Normandie ou en Bretagne, il y a longtemps que ce serait réglé. Mais bien sûr. Prenons les algues vertes en Bretagne. Prenez l'exemple des algues. On a des sargasses en Guadeloupe qui s'échouent, nous pas ça, qui nous gérer ça. Ça veut dire que, alors, la question que je vous pose, on va outrepasser tout ça. On a des élus qui ne sont pas assez influents. Il faut, je sais pas, il faut foncer, il faut aller en guerre. Nous sommes français. Et donc, il faut déjà faire preuve de conviction. Comme le breton, comme le normand. En expliquant absolument aux décideurs que nous avons un certain nombre de contraintes. Souvent, c'est de la méconnaissance, du désintérêt de la méconnaissance. C'est comme vous savez, on dit, quand le château brûle, on se désintéresse des écuries. Aujourd'hui, là, la France est en difficulté financière, on a des problèmes tout partout, etc. Donc, il faut faire preuve de conviction, d'explication et de montrer l'intérêt de ces territoires, premièrement. Et deuxièmement, s'il ne faut pas comprendre même, il faut nous voir des chaînes là-dessus, très clairement. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là parce qu'ils ne comprennent pas suffisamment, ils ne veulent pas comprendre que nous sommes en difficulté. Prenons l'exemple des algues vertes. En Bretagne, ça a été réglé par son cheval mort. Nous, ce sont des populations qui sont terriblement menacées de l'hydrogène sulfuré, qui est vraiment un gaz toxique. À Capesterre de Marie-Galante, c'est ma circonscription. Les algues sont arrivées là, ils ont commencé à arriver. Là. Ça arrive, ouais. Il y en a plein. Il faut que le maire puisse ramasser avec ses pauvres moyens. On est en train de créer un GIE pour que chacun mette la main à la pâte. Ça prend trop de temps, accélérons sur ça. Et puis, il faut qu'on parle de la chlordécone. Vous et moi, j'allais revenir, parce qu'on est dans l'environnement. Ce chlordécone, ce non-lieu, on n'a pas entendu les députés, on n'a pas entendu les sénateurs, on a des représentants. Alors, on a entendu quelques bruits sur les réseaux sociaux, mais il ne peut pas... Alors, c'est comme l'eau. Le chlordécone, ça fait encore plus longtemps que ça existe. On ne peut pas laisser l'être mort, donc un dossier aussi important, alors que ça continue donc de tuer et de rendre malade toute une population, toute une région. Comment peut-on accepter que l'État français, la justice française, rende un non-lieu sur un dossier aussi important et personne ne dit rien? Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites, on n'a pas entendu les députés, les sénateurs, les élus. Et Dieu seul sait, Mike, que nous avons parlé, nous avons communiqué, nous avons interrogé. Je vous ai entendu, mais j'ai l'impression que vous êtes seul. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on n'a pas qu'Olivier Servat. Que font les autres? Je crois que chacun fait sa part. Et je peux vous dire qu'on a vraiment réagi. Se cache pas derrière vous un peu? Mais ce que je sais, c'est que la société civile aussi, mon mouvement politique local, Ecosamis, fait partie d'un collectif pour dépolluer Guadeloupe et Martinique d'ailleurs. On a eu des belles interventions de Martinique en Guadeloupe, et l'inverse était vrai. Donc, il y a des choses qui se font, mais finalement, aujourd'hui, je vous l'annonce, nous avons un plan d'action. Martinique-Guadeloupe. Quel est-il? Oui. On attend de voir. Quel est-il ce plan? Absolument. Et je peux vous dire
que nous avons fait une grande réunion en Guadeloupe. Il y avait aussi des élus martiniquais en visioconférence. On a défini un plan d'action pour dire à l'État qu'il faut qu'il y ait la reconnaissance très claire entre cancer et chlordécone. Vous savez que ce n'est pas encore établi scientifiquement pour certains. Ils disent c'est fort probable, mais ce n'est pas identifié. Donc, ça veut dire que vous savez qu'on a 10 fois plus de chances d'avoir un cancer de la prostate, vous et moi, que n'importe quel autre métropolitain. 10 fois plus de chances d'avoir un cancer de la prostate. C'est incroyable. Et aujourd'hui, personne ne dit rien sur ça. Ensuite, il faut faire 3 choses. Reconnaître ce lien entre cancer et chlordécone. 2, dépolluer les terres. Parce qu'en Martinique, en Guadeloupe, on a des terres inutilisables, en tout cas pour les cultures initiales. Et 3, indemniser les victimes. Parce que pour l'instant, on fait semblant d'indemniser des victimes qui étaient sur les exploitations, mais ces victimes étaient souvent des personnes étrangères non déclarées. Donc, grosso modo, c'est Eyojamo, parce que ça date de 92. Oui, donc, elle n'existe quasiment plus. Par contre, vous et moi, les femmes, les hommes, hier, une étude Simon a dit que les enfants, et notamment les jeunes filles, ça fait mal, ont des problèmes de cognitivité sur ça, du mal à apprendre. Tout ça est insupportable. Ouais. Et quand vous avez la justice de ce pays, qui doit appliquer sûrement des règles judiciaires passées, qui dit que y a prescription, donc il y a non-lieu, eh bien on doit aller le plus loin possible. Et on a d'autres lois. Au-dessus de la Constitution française, vous avez les lois de l'Europe. Européenne. Voilà, eh bien il faut qu'on aille à ce niveau-là, à la Cour de justice européenne, pour poursuivre tous ces malfaisants. Mais sur ces items, alors vous parlez donc de qu'il faut indemniser, qu'il faut dépolluer les terres, mais sous quelle base et sous quelle forme? Eh bien, figurez-vous que j'ai échangé avant-hier avec un sénateur proche de la majorité, Monsieur Patria, qui me dit qu'il envisage de déposer une proposition de loi pour pouvoir indemniser, dépolluer les terres et sols, etc. Donc, mon cher, si il y a ces yeux de ça, bon Dieu merci, mais il faut qu'on puisse les édifier pour aller dans le sens qui aille vers la reconnaissance de l'État. Nous reconnaissons quand même que le président Macron était le premier président français, à pas ni Chirac, ni Hollande, ni Sarkozy, ni ces messieurs, qui dit l'État est responsable. Macron dit, dont acte. Je reconnais aussi que le plan chlordécone 4 est 2 fois plus doté que les 3 autres plans précédemment. Mais c'est largement insuffisant aujourd'hui. Hein? J'ai fait voter une loi sur les tests de chlordéconomie pour que vous et moi, nous puissions nous tester gratuitement. Ça a pris 2 ans avant de se mettre en œuvre parce que l'UETV d'abord prioriser les femmes enceintes, les personnes âgées, etc. Ça c'est fait, ça se met en place progressivement, mais ça ne va pas assez loin, assez vite, assez fort. Puisqu'on parle de justice, restons-y, monsieur le député. L'affaire Clodo, non-lieu, ce jeune retraité qu'on voit extirpé dans sa voiture sous une violence inouïe par 2 gendarmes donc de la base de DE. Tout le monde a vu les images. Non-lieu, alors qu'on a les preuves. On ne dit rien. Presque passé sous silence. Alors, on a, heureusement, donc la fille, on salue Alcabella, on salue également donc, le gendre de ce monsieur qui ont pris leur bâton de pèlerin et avec leurs maigres moyens, sont en train donc d'essayer donc de retourner la justice. Mais on ne peut pas rester sous silence. On ne peut pas laisser les choses se faire. J'ai l'impression qu'on donne le bâton, on leur dit frappez-nous parce qu'on n'a pas été assez frappés pendant 400 ans. Oui, vous avez bien décrit la situation. D'ailleurs, je salue les personnes dont vous parlez, la fille et le gendre. Ouais. Nous avons fait une réunion avec les députés. Nous avons pris... Fatia et Christophe. Absolument. Nous avons pris un communiqué commun de tous les députés et sénateurs à qui nous avons demandé de signer aussi ce courrier pour dire quoi? 1, il y a indépendance de la justice par rapport au pouvoir législatif et exécutif. OK, mais pour l'instant, c'est un non-lieu requis par le procureur. Ouais. Nous attendons la décision du juge d'instruction qui va arriver en mars. Mais ce procureur, qui est un magistrat du debout, qui dépend du ministre de la Justice, j'espère qu'il n'est pas instrumentalisé par un pouvoir exécutif qui se mêlerait de judiciaire pour pouvoir exonérer quelques fonctionnaires d'État contrevenants. Donc nous, parlementaires, pouvoir législatif, nous demandons, nous exigeons que justice soit rendue dans le sens que l'enquête déterminera, mais nous exigeons que justice soit rendue et nous voulons qu'il y ait un procès. Nous l'avons dit très clairement. Je salue qu'ils sont aujourd'hui en Guadeloupe. Ils tenaient une conférence de presse aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai demandé à un de mes collaborateurs de m'y représenter à cette conférence de presse des enfants
de l'enfant et du gendre de M. Claude Jean-Pierre défunt, pour dire que nous ne pouvons pas accepter ça. Ouais. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un déni de justice, et ce serait un trouble à l'ordre public, et ce serait un mépris, un piétinement, après d'autres piétinements. Si c'était vous ou moi, il y a longtemps qu'on serait donc au fond d'une geôle en train de pourrir et de pleurer toutes nos larmes de nos corps. Moi, je dis... on est dans cette même République, et j'ai l'impression qu'il y a de justice. Moi, je dis que je fais confiance à la juge d'instruction. Apparemment, elle a changé. L'avocat nous a dit qu'elle a changé, qu'elle semble être à l'écoute. Donc, c'est elle, au final, qui doit décider est-ce qu'il y aura procès ou pas. Je fais confiance pour l'instant à la justice de mon pays. Notre invité aujourd'hui donc, dans cette émission, Olivier Servat, donc, député donc, de la première circonscription de Guadeloupe. Donc, aujourd'hui avec nous sur ce plateau, en tout cas, on vous remercie, hein, monsieur le député. Vous venez, hein, vous êtes chez vous ici, vous venez quand vous le souhaitez. D'accord. Je voudrais qu'on... alors, en plus, vous jouissez d'une popularité hors norme. Depuis cette petite phrase, quand vous parlez de minorité, vous avez été invectivé par un de vos collègues à l'Assemblée nationale. Alors, je vous laisse vous le dire. Quelle était la situation? Oui, mais vous avez fait donc le buzz sur tous les réseaux sociaux. On vous a vu donc sur toutes les télés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous jouissez donc d'une cote hors norme. Et de cette cote, justement, vous devez nous représenter et vous devez donc aller au combat pour tous les Domiens, tous ceux qui nous regardent là aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, vous avez été reçu en néo en Guadeloupe. Hein. On est venu vous accueillir, vous applaudir à votre retour. Alors, vous partez souvent en Guadeloupe, c'est dans vos fonctions. Mais voir ça, ça faisait chaud au cœur. Donc, il fallait qu'il y ait cette petite... Alors, je dis pas de boutade. Il fallait qu'il y ait cette petite déconvenue dans cette assemblée, dans ce haut pouvoir donc, législatif de la République française, pour qu'on puisse dire « Ah, mais lui, il va falloir faire attention à lui parce qu'il est différent des autres. » En fait, ce qu'on faisait, c'est un cri du peuple. C'est un cri de la population qui s'exprime à ce moment-là. Je résume rapidement. Nous sommes le 24 novembre au soir. Nous avons une niche parlementaire LFI. Et figurez-vous bien, Mike, nous sommes majoritaires. Ouais. Parce que à 18h30, ce même soir, eh bien, il y a une motion de rejet de ce texte qui est battue. Ça veut dire que nous sommes majoritaires. On gagne 180 contre 90 députés. On est majoritaire. Et à ce moment-là, les députés de la majorité, le gouvernement comprennent qu'ils vont être battus et qu'on va devoir réintégrer les soignants pour les bonnes raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, parce qu'ils souffrent, parce que la France est isolée, etc. Et de façon mesquine et méchante, ils déposent une pluie de sous-amendements pour empêcher au texte d'être voté. Et comment c'est qu'une niche parlementaire? C'est une journée dans le mois pour un groupe. À minuit, c'est fini. Si ce n'est pas voté, c'est parti aux oubliettes. Eh bien, ils ont entamé cette pratique scandaleuse et qu'on a pu déjouer celle des députés. Et là, quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis 1958 à l'Assemblée nationale, vous avez le gouvernement qui se mêle d'une niche parlementaire et qui, lui, à ce moment-là, seul, peut déposer un amendement et dépose un amendement avec plein de sous-amendements pour faire obstruction. Donc, nous sommes dans une situation terrible, terriblement injuste, parce qu'on piétine la démocratie. Et derrière, on piétine des hommes et des femmes qui souffrent et qui attendent cette réintégration depuis plus d'1 an. Et ce que je n'ai jamais dit, mais je l'annonce maintenant aujourd'hui sur Téléanti, c'est qu'à 22h, la présidente de l'Assemblée nationale de séance, Naïma Mouchou, fait une suspension. Et elle nous réunit, nous les responsables de texte. Moi, je suis pour mon groupe Lyot, responsable du texte. Vous avez le responsable du texte Renaissance, le responsable du texte LFI, etc. Elle nous réunit et nous dit, bon, messieurs, dames, chers collègues, la situation est trop tendue. Soit on s'arrête là, soit on reprend les débats avec une sérénité et que chacun laisse parler l'autre. Et le responsable de Renaissance, qui est là, dit, OK, nous pas fait des ordres. Et comme ça concernait principalement les Outre-mer, Mathilde Panot, qui gère un petit peu les choses, me dit, bon, Olivier, commence, puisque tu es le plus calme dans l'affaire. Alors, je commence à parler calmement, en leur disant leur vérité, qu'ils font de l'obstruction, que ce qui est scandaleux, etc. Et premier monde qu'à lever. Ah, on n'est pas une leçon morale, c'est le responsable de Renaissance qui vient de toper 10 minutes avant moi qu'elle nous pas fait des ordres. Parce que j'ai gagné, ne peut pas voter texte là, mais il faut laisser nous parler par contre. On a dit, mais Gaï, voilà, Sylvain, là, pas ça nous dit. Je m'arrête un petit peu, je reprends mon souffle et 10 secondes après, il se lève plus fort en disant, vous n'avez pas nous donné des leçons de morale. Alors là, on dit, on bitin, faut faire respecter nous. Faut faire penser qu'il n'est pas respecté par Allah, qu'il a déjà fait obstruction, donc il faut payer au moins.
Donc c'était un cri du peuple parce qu'on avait une population derrière qui souffre et qui avait besoin d'être entendue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on en fait toujours ce qu'on veut toujours faire, être au service du peuple. Vous savez, qu'est-ce qui m'anime en politique? Du conseiller municipal au président de la République, on doit être au service du peuple. Et quand un élu a oublié ça, eh bien, je crois qu'il a tout perdu, il n'a rien compris, il a tout oublié. Donc moi, je suis au service de la population et à chaque fois que je pourrais servir, eh bien, mon cher qui servi. Et ce cri du peuple, justement, que vous avez lancé donc, dans cette Assemblée nationale, a fait de vous une personnalité hors norme. Vous jouissez donc aujourd'hui donc, on peut le dire, d'un capital dans ce monde politique. Vous en êtes conscient? Donc, est-ce qu'avec le recul, donc ce héros que vous êtes devenu donc, dans cette assemblée, est-ce que vous dites avec le recul, j'ai aucun regret donc, pour ces propos malveillants, pour ces propos maladroits, donc on a dit, tu vas la fermer, ça s'est jamais vu. Il y a une suspension de séance quand même hein, par rapport à ces propos. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, tout d'abord, comment je me perçois? Vous savez, je n'ai pas changé. Ouais. Bon, alors, c'est vrai qu'on n'a pas le pouvoir d'ubiquité. Je ne peux pas passer à la fenêtre et me voir passer dans la rue. Ouais. Bon, mais je reste celui que je suis depuis des années, au service d'une population, engagé pour des causes et intransigeant avec l'intérêt de son territoire. Je n'ai aucun regret parce que, comme on a eu des actes violents, on a eu une réaction violente, un réflexe verbal qui mérite... Que vous ne regrettez pas? Pas du tout. Et je crois que ça correspond à ce cri d'une population ultramarine, méprisée, piétinée, alors même que la représentation nationale majoritaire avait dit qu'on doit réintégrer les soignants pour toute la France d'ailleurs. Eh bien, vous avez des hommes et des femmes qui ont décidé de dérespecter une démocratie. Et donc, de ce point de vue-là, il fallait qu'ils entendent que ça n'était pas normal. C'est ce qu'on leur a dit directement. Merci en tout cas, Olivier Servat. Merci, monsieur le député, donc d'être venu aujourd'hui donc, dans ce studio, dans ce grand studio donc, de Téléantilles. Alors, on espère que vous reviendrez un peu plus régulièrement. Et puis, on lance cet appel à travers vous pour que vos collègues de Guadeloupe, députés, sénateurs, sénatrices, qu'on a d'ailleurs aperçus il y a pas longtemps, donc... aux Antilles. D'ailleurs, on vous a aperçu au carnaval. Vous êtes l'omniprésent. Hein, c'est le Saint-Jean. C'était le tambouchant. Bon, pas de fois, mais c'est qui ça fait. Merci de votre invitation. C'est un plaisir. Et comme je vous l'ai dit, vous m'invitez, je viens. Voilà. Vous êtes devenu, je le dis, vous êtes devenu donc très, très, très populaire. Donc, vous êtes jeune député. C'est votre deuxième mandature. On observe en vous, avec le temps, que vous êtes en train donc d'atteindre une maturité. Donc, vous travaillez pour cela. Vous êtes dans la représentativité. Vous avez donc une grande expérience. Est-ce que vous pensez, demain, peut-être, à devenir le nouvel homme fort que la Guadeloupe, que tout un peuple attend? Vous savez, les Guadeloupéens, les Martiniquais et Guyanais, ce sont des hommes et des femmes fortes. Je ne me suis jamais imaginé autre chose qu'un homme fort. Alors, après, un homme fort pour faire son footing, un homme fort pour travailler, élever ses enfants, un homme fort pour faire de la politique. Donc, je servirai là où la population le voudra. Mais une chose est sûre, c'est que j'essaierai à chaque fois d'être utile à mon pays et de se dire que nous sommes au service du pays et qu'on doit lui rendre ce qu'on a un peu reçu. Très bien. Vous seriez prêt à d'autres responsabilités au niveau local, par exemple? C'est la population qui décide. Oui, pourquoi pas. Très bien. Merci en tout cas, Olivier Servat, d'être venu aujourd'hui donc, dans cette émission, Les Invités de Mike, une émission réalisée par Peggy Ladéon, que nous remercions. On remercie également donc, Jean-François Saint-Louis. Merci, que vous soyez sur Free, Orange, Bouygues, que vous soyez sur les réseaux sociaux, le Facebook de Téléantilles, sur Dailymotion, sur YouTube. Merci de votre fidélité. Merci à vous, monsieur le député. Merci beaucoup, Mike. Voilà, merci pour cette franchise. C'est vrai que moi, je suis très, très content parce que je voulais donc recevoir donc, un élu de la Guadeloupe dans cette émission. Et vous avez été donc très honnêtement donc un homme à la hauteur. Vraiment, je vous remercie pour cette belle émission. Merci à vous et vous revenez quand vous le souhaitez. Voilà, merci à Olivier Servat qui est donc gentiment répondu à toutes nos questions aujourd'hui, donc en toute franchise. Et puis merci également à Kéza Nubré, donc votre assistante, donc pour cette collaboration. Merci à Nathan Roten, donc qui est stagiaire donc auprès donc de Kéza. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Téléantilles avec d'autres invités. Et vous le savez, notre devise, c'est de rester toujours plus près de vous.